Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. La campagne agricole se porte bien, c'est ce qui ressort de la tournée de suivi et évaluation du ministre de tutelle. Première étape, Diourbel. Nous ferons également le point à Kaffrine, qui est l'une des plus grandes zones de production sous pluie. 500 hectares y sont exploités. Nous irons également au nord du pays, dans la vallée du fleuve Sénégal, précisément pour constater le redécollage de la filière tomate, la deuxième plus importante après le riz. Cette année, un pic de 53 000 tonnes a été atteint. Nous reparlerons de la Sierra Leone, cette fois-ci sur une note moins triste. Nos reporters partis couvrir l'actualité des inondations ont été impressionnés par la position géographique de l'aéroport international de Freetown. Nous vous en dirons un peu plus dans la rubrique découverte. Et puis, en sport, les Lions ont encore brillé cet après-midi à Bamako à leur troisième sortie à l'Afro-Basket. Elles ont battu la RDC 70 à 63. 3 victoires en autant de sorties. Les temps forts à revivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a entamé ce samedi 19 août une tournée de suivi de la campagne agricole 2017 dans le bassin arachidier. Première étape, Diourbel. Le ministre et sa délégation ont visité le périmètre d'un grand producteur bénéficiaire de l'appui de l'État en intrants et matériel agricole. Le niveau des cultures permet de garder espoir en attendant les récoltes. Youssouf Kaba nous fait le point. Darou Salam, département de Diourbel, des champs à perte de vue. Un périmètre estimé à un peu plus de 300 hectares dans lequel plus de 14 spéculations sont exploitées. Ici, c'est la propriété de Serigne Moustapha Lakram Baké, un des plus grands producteurs du pays. Il exploite également des dizaines d'hectares à Afian Baké, son lieu de résidence. D'ici l'an 2020, si tous les marabouts font comme lui, le Sénégal alors va atteindre son émergence. Alors la devise du marabout, c'est le travail, la prière, le travail, la droiture. Vraiment, ça, on doit que ça parte. On vous remercie beaucoup, monsieur le ministre. Reconnu pour ses productions records, Serigne Moustapha Lakram Baké est aujourd'hui cité en exemple pour l'atteinte des objectifs du PRACAS. En cela, il a bénéficié du soutien de l'État en matériel motorisé, en intrants et en assistance technique. Région bi jaar fii dikk ak man du ma mën a def lu dul sant président de la République. Je suis très heureux du choix porté sur notre localité pour cette première étape de la visite du ministre. J'en remercie sincèrement le président de la République. Je prie pour lui et pour son gouvernement pour la réussite de leur projet. C'est quelqu'un qui tient à ses engagements. Nit bu fekkee ne la ko sëñ Abdoulaye waxoon waxi daawam du waroog waxi renam te moom lu mu wax jàpp naa bu ko dogalut dogalu yàlla. bi nu ñëwee fii sunu yaakaar yokk na yaakaar yokk gi mooy romb ñu mbooy. L'espoir est grand parce qu'il n'y a pas d'espace libre. Tout est emblavé et on sait aussi que la beauté des champs est liée à la qualité des semences. C'est ça qui fait vivre un pays. waaye bay ko nag ba mu set it sunu xel it dal na parce que jàpp nañ ne lii mooy dundal Sénégal. L'appui dont il a bénéficié, combiné à la bonne pluviométrie et à la maîtrise des bonnes pratiques culturelles, suscite de l'espoir pour une bonne campagne 2017. dañu ñëw foo xam ne dañ fa war a ñëw loolu la ñu président de la République digtal mooy. C'est le meilleur choix qu'on puisse faire. Le président tient à ce que l'on se rapproche des citoyens pour lesquels nous œuvrons au quotidien. jàppale bi aw na ci yoon wala awul ci yoon kon lu ñu gis fii dafa dal suñu xel. Ce que nous avons vu ici nous rassure. Nous espérons que les rendements seront également à la hauteur de nos attentes. lu war a génn ci suuf si dañu yàlla dimbalee dina génn ci suuf si. Une première étape d'une tournée dans le bassin arachidier qui fait naître déjà de l'espoir. Cette année, toutes les conditions sont réunies, a rappelé le ministre, pour l'atteinte des objectifs. Nous restons dans le bassin arachidier. Kaffrine, qui est également leader en matière de production agricole sous pluie. Pour preuve, pas moins de 500 000 hectares sont en cours d'exploitation. Cette performance de la région découle d'un long processus qui date de l'indépendance. Lamine Touré nous en dit un peu plus sur la cartographie de la région.
En matière d'agriculture pluviale, Kaffrine se positionne en leader après Kaolack et Tambacounda. Son potentiel agricole en cours d'exploitation est estimé aujourd'hui à 470 000 hectares. Très tôt avant l'indépendance du pays, la région avait bénéficié d'une attention particulière des Français. Kaffrine donc a pu bénéficier d'un encadrement agricole intense au début de l'indépendance, parce que la zone des terres neuves a démarré ici en Kaffrine avant de s'étendre dans la région de Tambacounda. Cet encadrement se poursuit encore par les autorités étatiques pour le maintien de ce leadership. Kaffrine est une vaste plaine arable. La région a entamé depuis fort longtemps un processus de diversification de ses pratiques agricoles. La culture des céréales occupe une place de choix au-delà de l'arachide. À ce niveau, donc, la mécanisation agricole occupe une place importante, notamment l'appui en petit matériel agricole, mais aussi l'appui en matériel agricole motorisé. À cet effet, donc, Kaffrine a pu bénéficier d'importants quotas, pour ne pas dire les quotas les plus importants en zone pluviale. Donc, rien que pour cet hivernage, Kaffrine a pu bénéficier donc de plus de 2000 unités de petits matériels agricoles, en plus maintenant du matériel lourd constitué de 30 tracteurs équipés en semoir, en offset, etc. Sur le terrain, les semis se portent bien. À Missira, ces différentes cultures de maïs, coton et arachide témoignent du dynamisme agricole de Kaffrine. L'agriculture est notre principale activité. L'État a compris cela et nous a accompagnés en ce qui concerne le matériel et les intrants. Dans le département de Koungheul, l'expérience de la riziculture en bas-fond est à sa 3e année de développement. Il s'agit pour Kaffrine de participer à l'effort national en matière d'autosuffisance en riz. Objectif fixé, 5000 hectares pour cette saison. Agriculture toujours au nord. Cette fois-ci, après le riz, la filière tomate est l'une des plus dynamiques dans la vallée du fleuve Sénégal. Cette année, pas moins de 53 000 tonnes ont été récoltées. Des pics de production qui n'ont plus été atteints ces dernières années. La seconde jeunesse de la tomate sénégalaise. C'est un dossier signé Pape Bounachao. La vallée du fleuve est l'une des rares zones du pays qui réunit toutes les conditions pour la culture de la tomate industrielle. Cette année, la filière a réalisé une performance de 53 000 tonnes, une barre qu'elle n'avait plus atteinte depuis quelques années. On a vécu au moins 3 années extrêmement difficiles au sein de la filière. Des années où, par exemple, une année, l'un des industriels n'a pas participé à la campagne. Une année où nous avions voulu faire 80 000 tonnes de tomates fraîches, un des industriels a désisté aussi également à la dernière minute. Et ça nous a causé énormément de difficultés ces 3 dernières années. La tomate sénégalaise reprend des couleurs, c'est le résultat d'un ensemble de mesures. L'appui surtout de l'État qui nous a subventionné l'engrais très tôt, de financement qu'on a aussi reçu également très tôt au niveau de la CNCA. Ça nous a permis quand même cette année de faire une campagne très acceptable à mon avis. Parce que de 28 000 tonnes à 53 000 tonnes, quand même, on se dit qu'on est sur de bonnes routes quand même pour relancer cette filière qui a eu énormément de difficultés. Côté financement, les volumes de crédit ont littéralement augmenté. La filière est d'autant plus organisée que toute la production repose sur une contractualisation en amont avec les industriels. La tomate n'est financée que sur la base d'un contrat de production. C'est un produit périssable. On ne peut pas se donner la possibilité de financer un produit périssable sans pour autant se soucier du contrat de commercialisation. Donc, dans tous les dossiers que nous finançons, il y a un contrat qui lie le producteur à un transformateur qui s'engage à acheter sa production, mais aussi qui s'engage à rembourser quand il enlève la production sur un délai qui est bien déterminé. Les producteurs sont d'avis que les 120 000 tonnes de l'autosuffisance restent encore très accessibles, mais il faudra que les industriels s'impliquent davantage. Avec l'arrivée des 2 autres industriels, c'est là où les problèmes ont commencé à surgir. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une année, un des industriels, nous, on avait voulu faire par exemple plus de 80 000 tonnes. À la dernière minute, il s'est retiré pour dire qu'il ne participait pas à la campagne.
alors on était obligé de faire 40 000. Il y a également une année en 2013 où nous avions la possibilité d'atteindre les 120 000 tonnes. Cette année aussi, un des industriels a dit qu'il ne pouvait prendre que 20 000 alors qu'il avait la possibilité de prendre 50 000 ou 60 000. Pour des raisons mercantiles, les transformateurs s'orientent de plus en plus vers le triple concentré aux grandes dames des producteurs locaux. La seule usine implantée dans la vallée a accepté de nous ouvrir ses portes, mais sur place, aucun responsable ne veut s'exprimer sur la question. Les acteurs en appellent à l'intervention de l'État, car à ce niveau, les manques à gagner sont énormes. Le tomate, c'est un produit périssable. 300 km de transport, c'est pas normal. Ce gaz, il est là, à 7 km. Il n'y a pas de problème. Mais les deux usines-là, il faut faire le maximum possible pour descendre les vallées. Je pense que c'est une bataille aujourd'hui que tous les acteurs sont en train de mener pour qu'on retourne encore à la situation antérieure et dépasser même ces niveaux-là. Parce que le potentiel, il est là. Aujourd'hui, les conditions agronomiques de production de la tomate industrielle sont réunies dans la vallée du fleuve Sénégal. Les acteurs qui s'adonnent aussi à la production ont une certaine expérience. C'est des acteurs qui produisent de la tomate depuis des années. Les transformateurs qui généralement posent un problème, le marché est là. Pour la prochaine campagne, les engagements de production sont plafonnés à 80 000 tonnes. Une échelle que les producteurs entendent dépasser largement pour prouver encore que la tomate sénégalaise peut même couvrir la sous-région. C'est une zone agro-silvopastorale, une zone qui participe d'une manière significative à l'approvisionnement du marché national en bétail. Et pourtant, à Linguère, l'herbe pousse difficilement. Même en saison des pluies, le tapis herbacé est insignifiant. Une situation qui a poussé l'État du Sénégal à subventionner l'aliment de bétail, une aubaine pour les éleveurs. C'est un reportage de Ibrahim Ndong. Même en saison des pluies, l'herbe pousse difficilement. Nous sommes dans le Ferlo, zone d'agriculture et d'élevage. À Linguère, le cheptel ne souffre pas. Ici, l'État avait pris les devants en subventionnant l'aliment de bétail. Samba est éleveur, il en a beaucoup profité. Nous sommes vraiment contents et soulagés de cet appui ô combien important du gouvernement au profit des éleveurs. L'aliment subventionné nous a beaucoup aidés. Comme vous le savez, nous sommes dans une zone où les pluies ne sont pas abondantes. Donc nous avons commencé l'opération d'achat d'aliments de bétail subventionnés depuis le mois de juin. Depuis cette date à nos jours, nous sommes à 1300 tonnes d'aliments qui ont été commandés par la commission départementale de gestion de l'opération sauvegarde du bétail. L'aliment subventionné est revendu à l'éleveur à 5200 francs. Ce qui est une très bonne chose parce que sur le marché, le prix varie entre 7500 à 8000 francs. Ce n'est pas seulement le département de l'élevage qui porte l'appui de l'État aux éleveurs. Dans le Ferlo, les eaux et forêts sont également bien présents aux côtés des acteurs de l'élevage. Leur stratégie est la sensibilisation sur la préservation de la nature. Notre travail consiste à faire des réunions de sensibilisation et d'information au niveau des villages pour attirer les populations sur les effets néfastes des feux de brousse qui ravagent tout sur leur passage. Donc, en quoi faisant? Par la sensibilisation et par la mise en place des comités de lutte contre les feux de brousse. La préservation de la nature, justement, est capitale dans cette zone, parce que permettant aux cheptels d'avoir de quoi survivre. Mais en plus de la sensibilisation, il y a du matériel, d'appui. C'est un matériel qui est facile à utiliser et au cas où un feu arrivait à se déclarer aux alentours d'un village bien déterminé, avec les unités pastorales, les comités de lutte, il y a un matériel sur place que les populations se servent pour vraiment venir à bout d'un feu qui se déclare au niveau d'une zone de bétail interne. Pour participer à la sauvegarde du bétail, le département de l'élevage mène une vaste entreprise de reboisement. La plante ciblée est le NEMA. Elle nous vient du Brésil. Selon les spécialistes, sa résistance est un atout pour le bétail. C'est une espèce donc très résistante qu'on utilise dans le cadre de la stratégie des changements climatiques
lutter contre la résilience. Nous avons expérimenté ici donc un champ de Maralfal, pas de Nema, pour essayer de démultiplier ça auprès des éleveurs afin qu'ils puissent en tout cas utiliser ça comme fourrage du bétail. Bon, c'est une plante peut-être qui est un peu exigeante en nous, parce que oui, c'est une plante exigeante en nous, mais qui fait au bout de 2 mois 2,50 m de hauteur. Subventionner l'aliment de bétail est certes bien, mais préserver la nature est encore mieux, surtout dans une zone quasi désertique. Nous restons dans le domaine de l'élevage. Vous parlez des préparatifs de la Tabaski 2017. À 10 jours de l'événement, l'approvisionnement du pays en moutons se passe à un rythme satisfaisant. Les estimations sont largement en hausse comparées à l'année dernière à cette période. Propos du ministre de l'Élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, était l'invité de l'émission Point de vue. Parce que vous savez, nous avons des agents dans tous les marchés hebdomadaires et au niveau de tous les marchés journaliers. Tous les jours, nous recevons les statistiques des animaux, des ovins qui sont présents au niveau de ces différents marchés. Et c'est ça qui nous permet de voir la progression au niveau national et la progression également au niveau des importations. Cette année, par exemple, à la même période, nous sommes à 255 000. Donc un différentiel de près de 124 000 petits ruminants ovins au niveau des différents marchés que nous avons eu donc à cibler. Donc à peu près nous sommes à 34% pour ce qui concerne le marché national. Au niveau de la région de Dakar, en 2016 on était à 40 000 têtes, 40 771 têtes. À la même période que cette année. Et aujourd'hui, on est à 54 000 têtes. Donc, vous voyez qu'il y a également là un différentiel de 13 000. Pour ce qui concerne les effectifs importés, en 2016, on était à 81 000. À la même période, cette année, nous sommes à 170 000. Donc, un différentiel de 88 000. Cela montre que si les importations continuent la même progression que l'année dernière, nous pouvons dire que nous aurons largement donné satisfaction aux besoins qui sont exprimés par les Sénégalais. Parlons santé. À présent, entre 10 et 17% des adolescents se sont essayés au tabac et pourraient devenir des fumeurs à l'âge adulte. Le risque n'est pas à négliger, et les autorités sanitaires accentuent la sensibilisation. La loi anti-tabac est entrée en vigueur et sa mise en œuvre doit s'accompagner d'une large communication sur les sanctions, mais surtout sur les risques sanitaires, nous dit Oumar Diaw. S'il est bien un lieu public par définition, c'est bien la place de la Nation ou de l'obélisque. L'endroit a été choisi pour sensibiliser sur la mise en œuvre de la loi anti-tabac. Une vulgarisation de cette loi à travers vraiment la mise en œuvre pratique de ce qui est exigé pour protéger les populations contre les méfaits du tabagisme. Les méfaits du tabagisme sont nombreux, tant au plan sanitaire qu'économique. D'ailleurs, bientôt, tous les produits du tabac, quelle que soit la forme, vont porter des avertissements sanitaires. Par avertissement sanitaire, on entend les images et les textes pour démontrer les conséquences néfastes du tabagisme. Des images fortes et des mots pour éviter l'envie et donc amener les utilisateurs à renoncer. Tout cela contribue à relever le niveau de sensibilisation. Il n'y a pas que l'application de la loi. L'application de la loi s'accompagne également d'une sensibilisation. Parce qu'avant la répression, il faudra d'abord, la répression est le dernier maillon. Il faudra d'abord procéder à la sensibilisation. Sensibiliser avant de sévir, surtout chez les jeunes, d'autant que l'estimation officielle des adolescents fumeurs se situe entre 10 et 17%. Au fur et à mesure que ces personnes grandissent, avec l'accoutumance, avec l'ensemble des autres effets, on finit par, à long terme, avoir des problèmes. Le ministère de la Santé, à travers le Programme national de lutte contre le tabac, compte dévoiler dans les jours à venir les détails pour l'application de la loi votée en 2014. La presse papier face aux technologies, c'est autour de ce thème que la section sénégalaise de l'Union de la presse francophone a axé sa réflexion. C'était à l'occasion du premier anniversaire de l'UPF, le compte-rendu de Jeanne Dior. Avec l'arrivée du géant Internet qui donne tout et à tout instant ce que la presse écrite n'assure point, les acteurs du journalisme s'interrogent sur la survie de la presse papier. Une rencontre débat qui réunit membres et sympathisants de l'Union internationale de la presse francophone pour se pencher sur l'article du jour. On a l'impression aujourd'hui que la presse écrite
alimente les réseaux sociaux ou que la presse écrite est même le prolongement de ces réseaux sociaux. Ce qui, à mon avis, est totalement inadapté parce que ce n'est pas la vocation de la presse écrite. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à faire l'aide à la presse comme on l'a fait en ce moment. Il faut penser effectivement à réorienter exclusivement ou presque l'essentiel des subventions vers la presse écrite parce que c'est la presse qui est la plus en danger. La presse papier subit un changement de paradigme, des bouleversements qui impactent l'économie. C'est le modèle économique qui a été questionné. Est-ce que le modèle économique aujourd'hui suivi par la presse écrite est viable? Je ne le pense pas. Il faudrait donc envisager ou trouver des mécanismes ou des solutions adaptées au développement des médias. Ces solutions vont par les moyens techniques, les moyens technologiques, les habitudes pour répondre aux habitudes de consommation, mais aussi il y a des politiques publiques qui doivent être définies par rapport à ce secteur-là. De plus en plus, nous constatons que les gens, avec leur téléphone portable, avec le smartphone, sont sur les radios, sur les télévisions ou bien sur les sites web pour pouvoir s'informer en temps réel. Malgré les difficultés, certains acteurs du métier tiennent à l'image de talentueux doyens qui ont fait preuve d'abnégation et de professionnalisme, des valeurs incarnées qui justifient le choix d'une belle plume pour parrainer l'an 1 de la nouvelle équipe de l'UPF, un honoré qui en perd ses mots. C'est une journée mémorable pour moi parce que je me suis retrouvé dans les locaux d'un journal avec des jeunes confrères avec qui j'ai beaucoup partagé et qui m'ont donné beaucoup de joie et beaucoup de plaisir dans le milieu de la presse. La jeune génération à l'école des anciens, c'est ce que l'UPF Section Sénégal prône à travers des activités, une manière de permettre aux jeunes de s'inspirer du modèle des plus âgés. Elle poursuit ses actions tant sur le plan national qu'international avec des assises et symposiums. Pèlerinage au lieu saint de l'islam, tous les pèlerins convoyés par la délégation générale sont donc arrivés à Médine qui représente la première étape du Hajj. Nos envoyés spéciaux à Médine, El Hadj Malick Niang et El Hadj Youga Ndiaye. Depuis quelques jours, les va-et-vient sont devenus très fréquents entre l'aéroport international de Médine et les hôtels implantés non loin de la mosquée du prophète. L'aéroport de Médine où tous les pèlerins convoyés aussi bien par la délégation que par les voyages privés ont été assistés par la mission d'encadrement composée des membres de la commission d'accueil et des autorités locales. L'attente a été très courte, les formalités ont été vraiment allégées. Nous remercions aussi le délégué général adjoint, M. Khadim Silla, le consul général du Sénégal, M. Aboubakry Sarr, qui sont venus à l'accueil des pèlerins. Mais les pèlerins sont-ils satisfaits de l'accueil? Le parcours a été bon, on a été bien reçus, sauf qu'il fait chaud. Le voyage, ça s'est bien passé, donc l'heure a été respectée, on n'a pas eu de problème à l'aller, donc on est bien arrivé, sans retard. On vient de sortir de l'aéroport et ça se passe bien. Alhamdoulilah Rabbil Alamin, le voyage s'est très bien passé. On a quitté Dakar à l'heure et on est arrivé à l'heure à Médine. Et on prie à Allah subhanahu wa ta'ala que tout se passe bien et qu'Allah nous agrée notre Hajj. En tout cas, nous avons été très satisfaites parce que cette année, ils ont mis les clients, les pèlerins dans le bus avant de faire les formalités. Grâce au parc automobile renouvelé, les pèlerins ont été bien transportés aux hôtels Ash-Shurfa et Al-Ansar, implantés non loin de la mosquée où repose le sceau des prophètes. Comme vous le voyez, les bus sont là. C'est des bus tout neufs et climatisés. Les pèlerins sont en train de rentrer là-dedans. Ce sont ces bus qui vont les amener jusqu'à domicile. Nous espérons que les pèlerins seront satisfaits de l'hébergement parce qu'il y a une nette amélioration de la qualité même de l'hébergement. Ainsi donc, l'étape de Médine sera marquée par des prières dans la grande mosquée du prophète, des conférences religieuses portant sur les piliers du pèlerinage et des visites de sites historiques appelés Koulouziar, tels que Ohod, Qiblateini, Kouba et Bahian.
Je le disais en titre, la rubrique découverte de ce dimanche nous mène à l'aéroport international de Lunghi en Sierra Leone, un aéroport spécifique de par sa position stratégique et sécuritaire dans un pays spécifique, tant de par sa géographie accidentée que de par son histoire. Nous voyons tout cela avec nos envoyés spéciaux à Freetown, Pape Sididia et Amadou Aramtiam. Un petit aéroport modeste, pourtant ce lieu qui ne vibre que par les rares avions qui y atterrissent contraste bien avec le panorama pittoresque de la traversée des 15 km qui le séparent de Freetown. Un emplacement stratégique protégé par son environnement naturel. Il faut traverser la mer pour arriver. Et deuxièmement, c'est à l'intérieur du pays. Accéder à l'aéroport, c'est petit. En considération militaire, en considération de sécurité, à mon avis, voilà pourquoi l'aéroport a été installé ici. Freetown, une péninsule victime de sa géographie accidentée, mais aussi d'une colonisation et d'une guerre civile de plus d'une décennie pour le contrôle des zones diamantifères. Les diamants du sang qui ont fait entre 100 et 200 000 morts, 2 millions de déplacés, même en ces périodes troubles, l'aéroport de Lunghi n'a dû sa sécurité qu'à sa position stratégique. Les rebelles n'ont pas pu arriver à l'aéroport parce que, comme vous, naturellement, il faut traverser depuis Freetown, soit ton bateau, soit ton navire pour arriver ici. Donc c'était une protection naturelle. Protégé par la mer qu'il faut traverser depuis Freetown pour y accéder, et le terrain étroit et accidenté à parcourir en provenance de l'intérieur du pays, le colonisateur avait bien pu mesurer, selon John Lagan, l'énorme potentiel sécuritaire de cet emplacement. Au niveau militaire, au niveau de stratégie militaire, c'est pas facile. S'il y a les militaires, les autres, ils trouveront difficile de venir ici. Avec 1 heure de traversée par le grand ferry, il suffit d'une vingtaine de minutes avec la chaloupe pour rallier Freetown. Fortement sécurisé, cet aéroport, comme le reste du pays, Sierra Leone, littéralement la montagne du lion, ne badine pas avec la sécurité. Dans un contexte de terrorisme exacerbé, les autorités font de la protection des lieux une priorité absolue. Et c'est de bonne guerre. Le Conseil sénégalais des chargeurs COSEC a organisé la 2e édition de sa randonnée pédestre. Cette année, 1250 personnes ont participé à la marche qui a eu pour thème le sport en entreprise, clé du bien-être. Parrain de cette 2e édition, Babacar Ndiaye, président du conseil d'administration du COSEC. Compte rendu, Hamidou Diop. Plus de 1000 randonneurs ont pris le départ devant les locaux du COSEC. Cette 2e édition de la randonnée pédestre organisée par l'Amicale des travailleurs du COSEC a été une occasion de rendre hommage à Ségué Gueye, un ancien de la Ligue régionale de randonnée de Dakar. Monsieur à qui on rendait hommage tout à l'heure est membre de la Ligue de Dakar et membre du club de Gueltapé. Et il a eu à faire un travail colossal et sobre au niveau de la Ligue. Et juste un académie émérite pour laquelle on a rendu hommage pour sa disparition. Les employés du COSEC se sont tous mobilisés et l'amicale qui a initié la randonnée a choisi comme parrain le président du conseil d'administration. C'est un sentiment de satisfaction, mais aussi de remerciement à l'égard de la Ligue régionale qui vraiment nous a accompagnés sur tous les plans, sur le plan administratif, sur le plan physique en faisant la marche avec nous, qu'ils ont eu à cadencer avec des pas de danse, etc. L'amicale, par cette randonnée dédiée à Feu Ségué Gueye, qui était un agent remarquable, l'amicale a su quand même imprimer son esprit de solidarité, son esprit d'humanisme. Ça a été une belle réussite. Et ça nous a permis aujourd'hui de réunir le personnel autour de l'essentiel. Cette année a été, c'est-à-dire une année sociale. La semaine passée, on était à la pouponnière de Mbour pour faire un don. Nous avons dit que dans le cadre de la RSE, le COSEC doit montrer que l'extérieur, que le COSEC tout ce qu'il fait en interne et seulement doit quand même partager avec le don. Donc c'est ce qu'il a fait avec la sortie annuelle de l'amicale du personnel de paix. Nous avons profité pour aller faire un don.
Au-delà de la randonnée, cette activité a permis de réunir la famille du sport en général. L'appel du COSEC a trouvé réponse favorable auprès des randonneurs et des travailleurs conscients de l'importance de la marche pour la santé. Afro-basket féminin, le Sénégal. Les volumes de crédit ont littéralement augmenté. La filière est d'autant plus organisée que toute la production repose sur une contractualisation en amont avec les industriels. La tomate n'est financée que sur la base d'un contrat de production. C'est un produit périssable. On ne peut pas se donner la possibilité de financer un produit périssable sans pour autant se soucier du contrat de commercialisation. Donc, dans tous les dossiers que nous finançons, il y a un contrat qui lie le producteur à un transformateur qui s'engage à acheter sa production, mais aussi qui s'engage à rembourser quand il enlève la production sur un délai qui est bien déterminé. Les producteurs sont d'avis que les 120 000 tonnes de l'autosuffisance restent encore très accessibles, mais il faudra que les industriels s'impliquent davantage. Avec l'arrivée des deux industriels, c'est là où les problèmes ont commencé à surgir. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une année, un des industriels, nous, on avait voulu faire par exemple plus de 80 000 tonnes. À la dernière minute, il s'est retiré pour dire qu'il ne participait pas à la campagne. Alors on était obligé de faire 40 000. Il y a également une année en 2013 où nous avions la possibilité d'atteindre les 120 000 tonnes. Cette année aussi, un des industriels a dit qu'il ne pouvait prendre que 20 000 alors qu'il avait la possibilité de prendre 50 000 ou 60 000. Pour des raisons mercantiles, les transformateurs s'orientent de plus en plus vers le triple concentré aux grandes dames des producteurs locaux. La seule usine implantée dans la vallée a accepté de nous ouvrir ses portes, mais sur place, aucun responsable ne veut s'exprimer sur la question. Les acteurs en appellent à l'intervention de l'État, car à ce niveau, les manques à gagner sont énormes. Le tomate, c'est un produit périssable. 300 km de transport, c'est pas normal. Stockage, il est là, à 7 km. Il n'y a pas de problème. Mais les deux usines-là, il faut faire le maximum possible pour descendre les vallées. Je pense que c'est une bataille aujourd'hui que tous les acteurs sont en train de mener pour qu'on retourne encore à la situation antérieure et dépasser même ces niveaux-là. Parce que le potentiel, il est là. Aujourd'hui, les conditions agronomiques de production de la tomate industrielle sont réunies dans la vallée du fleuve Sénégal. Les acteurs qui s'adonnent aussi à la production ont une certaine expérience. C'est des acteurs qui produisent de la tomate depuis des années. Les transformateurs qui généralement posent un problème, le marché est là. Pour la prochaine campagne, les engagements de production sont plafonnés à 80 000 tonnes. Une échelle que les producteurs entendent dépasser largement pour prouver encore que la tomate sénégalaise peut même couvrir la sous-région. C'est une zone agro-silvopastorale, une zone qui participe d'une manière significative à l'approvisionnement du marché national en bétail. Et pourtant, à Linguère, l'herbe pousse difficilement. Même en saison des pluies, le tapis herbacé est insignifiant. Une situation qui a poussé l'État du Sénégal à subventionner l'aliment. À tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. La campagne agricole se porte bien, c'est ce qui ressort de la tournée de suivi et évaluation du ministre de tutelle. Première étape, Diourbel. Nous ferons également le point à Kaffrine, qui est l'une des plus grandes zones de production sous pluie. 500 hectares y sont exploités. Nous irons également au nord du pays, dans la vallée du fleuve Sénégal, précisément pour constater le redécollage de la filière tomate, la deuxième plus importante après le riz. Cette année, un pic de 53 000 tonnes a été atteint. Nous reparlerons de la Sierra Leone, cette fois-ci sur une note moins triste. Nos reporters partis couvrir l'actualité des inondations ont été impressionnés par la position géographique de l'aéroport international de Freetown. Nous vous en dirons un peu plus dans la rubrique Découverte. Et puis, en sport, les Lions ont encore brillé cet après-midi à Bamako à leur troisième sortie à l'Afro-Basket. Elles ont battu la RDC 70 à 63. 3 victoires en autant de sorties. Les temps forts à revivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a entamé ce samedi 19 août une tournée de suivi de la campagne agricole 2017 dans le bassin arachidier. Première étape, Diourbel. Le ministre et sa délégation ont visité le périmètre d'un grand producteur bénéficiaire de l'appui de l'État en intrants et matériel agricole. Le niveau des cultures permet de garder espoir en attendant les récoltes. Youssouf Kaba nous fait le point.
Darou Salam, département de Diourbel, des champs à perte de vue. Un périmètre estimé à un peu plus de 300 hectares dans lequel plus de 14 spéculations sont exploitées. Ici, c'est la propriété de Serigne Moustapha Lakram Mbacké, un des plus grands producteurs du pays. Il exploite également des dizaines d'hectares à Afia Mbacké, son lieu de résidence. D'ici l'an 2020, si tous les marabouts font comme lui, le Sénégal alors va atteindre son émergence. Alors la devise du marabout, c'est le travail, la prière, le travail, la droiture. Vraiment, ça, on doit être ça partout. On vous remercie beaucoup, monsieur le ministre. Reconnu pour ses productions records, Serigne Moustapha Lakram Mbacké est aujourd'hui cité en exemple pour l'atteinte des objectifs du PRACAS. En cela, il a bénéficié du soutien de l'État en matériel motorisé, en intrants et en assistance technique. Je suis très heureux du choix porté sur notre localité pour cette première étape de la visite du ministre. J'en remercie sincèrement le président de la République. Donc la mécanisation agricole occupe une place importante, notamment l'appui en petit matériel agricole, mais aussi l'appui en matériel agricole motorisé. À cet effet, donc, Kaffrine a pu bénéficier d'importants quotas, pour ne pas dire les quotas les plus importants en zone pluviale. Donc rien que pour cet hivernage, Kaffrine a pu bénéficier donc de plus de 2000 unités donc de petits matériels agricoles, en plus maintenant du matériel lourd constitué de 30 tracteurs équipés en semoir, en offset, donc, etc. Sur le terrain, les semis se portent bien. À Missira, ces différentes cultures de maïs, coton et arachide témoignent du dynamisme agricole de Kaffrine. L'agriculture est notre principale activité. L'État a compris cela et nous a accompagnés en ce qui concerne le matériel et les intrants. Dans le département de Koungheul, l'expérience de la riziculture en bas-fond est à sa 3e année de développement. Il s'agit pour Kaffrine de participer à l'effort national en matière d'autosuffisance en riz. Objectif fixé, 5000 hectares pour cette saison. Agriculture toujours au nord. Cette fois-ci, après le riz, la filière tomate est l'une des plus dynamiques dans la vallée du fleuve Sénégal. Cette année, pas moins de 53 000 tonnes ont été récoltées. Des pics de production qui n'ont plus été atteints ces dernières années. La seconde jeunesse de la tomate sénégalaise. C'est un dossier signé Pape Bounetchao. La vallée du fleuve est l'une des rares zones du pays qui réunit toutes les conditions pour la culture de la tomate industrielle. Cette année, la filière a réalisé une performance de 53 000 tonnes, une barre qu'elle n'avait plus atteinte depuis quelques années. On a vécu au moins 3 années extrêmement difficiles au sein de la filière. Des années où, par exemple, une année, l'un des industriels n'a pas participé à la campagne. Une année où nous avions voulu faire 80 000 tonnes de tomates fraîches, un des industriels a désisté aussi également à la dernière minute. Et ça nous a causé énormément de difficultés ces 3 dernières années. La tomate sénégalaise reprend des couleurs, c'est le résultat d'un ensemble de mesures. L'appui surtout de l'État qui nous a subventionné l'engrais très tôt, d'un financement qu'on a aussi reçu également très tôt au niveau de la CNCA. Ça nous a permis quand même cette année de faire une campagne très acceptable à mon avis. Parce que de 28 000 tonnes à 53 000 tonnes, quand même, on se dit qu'on est sur de bonnes routes quand même pour relancer cette filière qui a eu énormément de difficultés. Côté finance, je prie pour lui et pour son gouvernement pour la réussite de leur projet. C'est quelqu'un qui tient à ses engagements. L'espoir est grand parce qu'il n'y a pas d'espace libre. Tout est emblavé. Et on sait aussi que la beauté des champs est liée à la qualité des semences. C'est ça qui fait vivre un pays. L'appui dont il a bénéficié, combiné à la bonne pluviométrie et à la maîtrise des bonnes pratiques culturelles,
suscite de l'espoir pour une bonne campagne 2017. C'est le meilleur choix qu'on puisse faire. Le président tient à ce que l'on se rapproche des citoyens pour lesquels nous œuvrons au quotidien. Ce que nous avons vu ici nous rassure. Nous espérons que les rendements seront également à la hauteur de nos attentes. Une première étape d'une tournée dans le bassin arachidier qui fait naître déjà de l'espoir. Cette année, toutes les conditions sont réunies, a rappelé le ministre, pour l'atteinte des objectifs. Nous restons dans le bassin arachidier. Kaffrine, qui est également leader en matière de production agricole sous pluie. Pour preuve, pas moins de 500 000 hectares sont en cours d'exploitation. Cette performance de la région découle d'un long processus qui date de l'indépendance. Lamine Touré nous en dit un peu plus sur la cartographie de la région. En matière d'agriculture pluviale, Kaffrine se positionne en leader après Kaolack et Tambacounda. Son potentiel agricole en cours d'exploitation est estimé aujourd'hui à 470 000 hectares. Très tôt avant l'indépendance du pays, la région avait bénéficié d'une attention particulière des Français. Kaffrine donc a pu bénéficier d'un encadrement agricole intense au début de l'indépendance, parce que la zone des terres neuves a démarré ici en Kaffrine avant de s'étendre dans la région de Tambacounda. Cet encadrement se poursuit encore par les autorités étatiques pour le maintien de ce leadership. Kaffrine est une vaste plaine arable. La région a entamé depuis fort longtemps un processus de diversification de ses pratiques agricoles. La culture des céréales occupe une place de choix au-delà de l'arachide. À ce niveau de bétail, une aubaine pour les éleveurs. C'est un reportage de Ibrahim Ndong. Même en saison des pluies, l'herbe pousse difficilement. Nous sommes dans le Ferlo, zone d'agriculture et d'élevage. À Linguère, le cheptel ne souffre pas. Ici, l'État avait pris les devants en subventionnant l'aliment de bétail. Samba est éleveur, il en a beaucoup profité. Nous sommes vraiment contents et soulagés de cet appui ô combien important du gouvernement au profit des éleveurs. L'aliment subventionné nous a beaucoup aidés. Comme vous le savez, nous sommes dans une zone où les pluies ne sont pas abondantes. Donc nous avons commencé l'opération d'achat d'aliments de bétail subventionnés depuis le mois de juin. Depuis cette date à nos jours, nous sommes à 1300 tonnes d'aliments qui ont été commandés par la commission départementale de gestion de l'opération sauvegarde du bétail. L'aliment subventionné est revendu à l'éleveur à 5200 francs. Ce qui est une très bonne chose parce que sur le marché, le prix varie entre 7500 à 8000 francs. Ce n'est pas seulement le département de l'élevage qui porte l'appui de l'État aux éleveurs. Dans le Ferlo, les eaux et forêts sont également bien présents aux côtés des acteurs de l'élevage. Leur stratégie est la sensibilisation sur la préservation de la nature. Notre travail consiste à faire des réunions de sensibilisation et d'information au niveau des villages pour attirer les populations sur les effets néfastes des feux de brousse qui ravagent tout sur leur passage. Donc, en quoi faisant? Par la sensibilisation et par la mise en place des comités de lutte contre les feux de brousse. La préservation de la nature, justement, est capitale dans cette zone, parce que permettant au cheptel d'avoir de quoi survivre. Mais en plus de la sensibilisation, il y a du matériel d'appui. C'est un matériel qui est facile à utiliser et au cas où un feu arrivait à se déclarer aux alentours d'un village bien déterminé, avec les unités pastorales, les comités de lutte, il y a un matériel sur place que les populations se servent pour vraiment venir à bout d'un feu qui se déclare au niveau d'une zone du bétail interne. Pour participer à la sauvegarde du bétail, le département de l'élevage mène une vaste entreprise de reboisement. La plante ciblée est le NEMA. Elle nous vient du Brésil. Selon les spécialistes, sa résistance est un atout pour le bétail. C'est une espèce donc très résistante.
donc qu'on utilise dans le cadre de la stratégie